BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. C'est votre part hebdomadaire d'avenir pour faire de vous, oui, les témoins de ce monde qui se bâtit jour après jour, des contemporains du futur. Les pros, les cryptos, chaque vendredi, nos NFT, nos talents non fongibles, rien qu'à nous, sont ici en plateau et c'est pas le moindre des exploits. Vous suivez les épisodes hebdomadaires des pros, les cryptos et vous avez donc appris qu'il s'était fait un peu mal au genou. Il est quand même venu jusqu'en plateau. Thibaut Boutroux est avec nous. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Pour Meria, bravo, vous êtes venu en rampant. Non. Presque. Presque. Claire Ballois aussi est avec nous. Salut Claire. Bonjour Guillaume. Bienvenue également sur ces deux jambes. Elle, Claire, VP Stratégie de Debloc. On est ravis de vous retrouver l'un et l'autre. Dans un instant, on va parcourir toute l'actu de cette nouvelle semaine crypto. Mais d'abord, quel potentiel avenir dans un contexte géopolitique super tendu. Xavier Fenot est avec nous, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver dans cette période tendue, c'est moins qu'on puisse dire. Quels signaux le Bitcoin envoie-t-il ? Alors c'est vrai que ça manque de carburant depuis un mois et demi sur Bitcoin, l'ensemble du marché aussi. Alors c'est vrai que la Fed, j'ai trouvé plutôt au quiche cette semaine, a fait un tout petit peu rebondir le dollar américain, un tout petit peu les taux d'intérêt et surtout a indiqué qu'elle n'était sûre de rien. Alors vous l'avez dit, avec les conflits géopolitiques, les droits de douane et surtout pas en mesure en fait aujourd'hui de baisser les taux alors que justement elle relève ses perspectives d'inflation. Donc ça empêche aujourd'hui toute reprise haussière du marché dans son ensemble. Mais justement, la bonne nouvelle, c'est que si on parle de reprise, c'est qu'on était en tendance haussière avant cette longue phase de stabilisation de un mois, en l'occurrence sur Bitcoin autour des 105 000 $, et que cet étage qu'on construit, ça renforce les fondations sous les pieds, autrement dit les supports, et on le voit bien à 102 000 $ sur Bitcoin avec plusieurs allers-retours, 102 000, 110 000 $ ces dernières semaines. Donc, il va falloir être un peu patient pour qu'on ait des nouveaux records historiques, même si je trouve que son comportement est bien plus solide que d'autres actifs ou indices, comme notre CAC 40, quand bien même c'est comparable. Et si on reste au sein même des cryptos, depuis un mois, Bitcoin est dans quand même le premier tiers des meilleures variations sur les 50 cryptos les plus valorisés actuellement. Donc, ça montre qu'il reste très dominant. Bitcoin, c'est tout de même quand même 65% du marché. Voilà, donc sur Bitcoin, toujours positif, au-dessus des 102 000 $ à court terme, 85 000 $ à moyen terme. Il faut juste un petit peu de patience pour la poursuite haussière. Effectivement, j'allume mon micro, je l'avais éteint. Il était dans le même état que le genou de Thibaut, ce qui n'est pas terrible. Non, on l'a rallumé, il est bien là, il est debout le micro lui aussi. Et donc, effectivement, le Bitcoin, certains disent qu'il ne sert pas de refuge, là, que par rapport à l'or, il ne fait pas le figure dans un contexte géopolitique tendu et que, du coup, c'est un signe, une preuve que le Bitcoin ne constituerait pas un refuge. Mais en fait, les marchés ne cherchent pas de refuge. C'est surtout ça qu'il faut constater. Contexte géopolitique, certes inquiétant, mais sur les marchés, il n'y a pas beaucoup de quêtes de refuge. Même l'or, d'ailleurs, recule depuis maintenant quelques jours. Le Bitcoin, lui, est un peu plus de 106 000 $ en ce moment. Il n'y a pas de quête de refuge pour plein de raisons qu'on explicitera d'ailleurs dans BFM Bourse chaque jour sur BFM Business. L'Ether, dans ce contexte et face à Bitcoin, comment est-ce qu'il se comporte en ce moment, Xavier ? C'est vrai qu'il avait déjà repris de la force avec sa mise à jour Pectra, on en avait parlé il y a un mois et demi. Et c'est très intéressant parce qu'il ne la repère pas, cette force, notamment en comparaison avec Bitcoin. On aurait pu se dire que Ether a juste eu un coup de chaud à l'arrivée de l'été en reprenant 50% de hausse, mais non. On tient les 2400 $ et combien de fois il a rebondi en un mois jusqu'à 2700 $? Au moins 5 fois. Donc les acheteurs sont présents, en tout cas tant que cette zone des 2400 $ tiendra. Et même d'ailleurs si on devait retourner, pourquoi pas à 2000 $, je resterai positif à moyen terme. Après c'est certain qu'il faut passer avec force les 2700 $, ce plafond de verre qu'on a au-dessus de la tête pour sortir de cet étau et enfin aller à 3100 $, qui reste aujourd'hui mon premier objectif du second semestre 2025. Bon, je m'avance un petit peu. Donc voilà, pour Bitcoin et Ethereum, les voyants sont toujours au vert. Et si on s'impatiente, n'oublions pas cette phrase de Warren Buffett, la bourse est l'endroit où l'on transfère l'argent des impatients aux patients. Voilà, et c'est peut-être le cas aussi sur les cryptos. Merci Xavier de nous avoir accompagnés. Xavier Fenot, Interactive Trading, régulièrement à nos côtés. Alors de quoi va-t-on parler cette semaine dans les pros des cryptos ? De ce conflit Iran-Israël, ses impacts, un hack notamment, un hack spectaculaire sur un exchange en Iran. Nos pros nous raconteront tout dans un instant. Les stablecoins, est-on à l'aube d'une bulle ? Circle, le géant des stablecoins, s'est introduit à Wall Street il y a quelques jours et a fait en bourse x7 depuis son introduction. Pas mal, de plus en plus de projets de lancement de stablecoins aussi. Est-ce qu'on n'a pas là les symptômes d'une bulle en formation ? Question à laquelle nos experts répondront. Et puis, il n'y a pas que les États-Unis qui s'ouvrent aux cryptos de façon très spectaculaire. Il y a aussi
Le Vietnam, les cryptos désormais légales au Vietnam, un pays socialiste pour le moins centralisé mais qui souffre à ses actifs décentralisés. Ça c'est un sacré signal. Le Vietnam et ses 100 millions d'habitants devraient désormais compter sur la carte mondiale des cryptos. C'est votre machine à concentrer l'essentiel, elle s'enclenche tout de suite, les pros des cryptos. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Avec Claire et Thibaut, vous êtes en forme l'un et l'autre ? Oui, en forme. Ouais, on est ravis de vous retrouver dans une ambiance estivale d'un côté et de l'autre inquiétante quand on regarde effectivement la géopolitique. Alors c'est vrai que les investisseurs ne cherchent pas particulièrement de refuge en ce moment parce que les investisseurs ne parient pas complètement sur un embrasement de la région. On voit que le dollar qui sert généralement d'actif refuge n'est pas particulièrement cherché, les obligations américaines non plus, mais l'once d'or non plus et le bitcoin non plus. On est à 106 000 $, pas de hausse du bitcoin dans ce contexte géopolitique tendu, tout simplement parce qu'on ne cherche pas de refuge. Mais ça n'empêche pas ce conflit de porter certains impacts. Et on a vu cette semaine cette information, un exchange iranien, Thibaut, s'est fait hacker. Ouais, c'est ça. Effectivement, déjà, le premier constat, c'est que la crypto est plutôt résiliente et n'a pas forcément pallié face à cette incertitude géopolitique. Et par contre, on a eu effectivement ce phénomène dans la semaine, donc l'exchange iranien Nobitex qui a subi un hack d'un groupe de hackers pro-israéliens. Au total, c'est à peu près 81 millions de dollars qui ont été dérobés. Et surtout, la petite nouveauté, entre guillemets, qu'on n'a pas l'habitude de voir sur des hacks, c'est que les fonds qui ont été dérobés, ils ont été envoyés sur des adresses de burn qui sont du coup désormais inutilisables et irrécupérables, ces fonds-là. Donc les hackers n'ont tiré aucun profit de cette attaque. C'est uniquement dans le but de passer un message politique en accusant cet exchange de soutenir indirectement le régime et Téhéran. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau qu'on n'avait pas encore vu dans la crypto, qui montre que les plateformes crypto peuvent être aussi être pris pour cible pour des raisons qu'on n'avait pas forcément soupçonnées dans ce genre de cas un petit peu particulier. Oui, c'est une forme d'éveil là. On découvre effectivement que ça peut arriver, Claire. C'est vrai que jusqu'ici, tous les hacks qu'on a connus, il y avait toujours des motifs financiers derrière. C'est-à-dire que c'est pas de la destruction d'un concurrent, c'est vraiment on veut aller voler de l'argent pour derrière en profiter, espérer le blanchir, etc. Là, on voit vraiment que ce hack, il s'inscrit dans un contexte de guerre, tout simplement, et que l'objectif n'est pas d'utiliser l'argent de l'ennemi en le revendant sur les marchés. L'objectif, c'est vraiment de faire passer un message et de rendre les fonds totalement irrécupérables pour qu'il n'y ait pas d'espoir de négociation ensuite. Oui. D'ailleurs, il y a des coupures Internet géantes en ce moment en Iran. Il y a aussi la guerre cyber. Quand on veut investir en crypto, on dépend beaucoup de la connexion Internet, non ? Du coup, on est vulnérable ou pas ? Non, c'est une question qui me vient à l'esprit comme ça. S'il y a des coupures d'Internet, comme c'est le cas en Iran, ça coupe aussi les citoyens ou les consommateurs de leur accès à leur crypto ? Ouais, alors je ne sais pas si la priorité des citoyens dans ce genre de cas, c'est leur crypto de toute manière, mais effectivement, la guerre se fait sous une nouvelle forme et on a beaucoup de pays qui ne sont pas forcément préparés, ou en tout cas la population n'est pas forcément éduquée à tous les risques qu'il peut y avoir autour de la cyber. Et donc ça, c'est des risques un petit peu nouveaux qui tombent sur les citoyens sans qu'ils s'en rendent réellement compte et qui peuvent avoir des conséquences qui sont effectivement importantes. Ouais. Après, c'est pareil pour l'accès au compte en banque. Dans ce contexte géopolitique très tendu, donc, le Bitcoin reste légèrement sous ses dollars, on le disait, sous ses records, on le disait. Et pourtant, alors qu'il est sous ses records, le minage lui augmente encore. Le coût du minage, comment l'expliquer et comment s'y retrouvent les mineurs dans la mesure où le Bitcoin n'est pas sous les records, mais le coût du minage lui augmente. Comment ils font du coup pour gagner de l'argent, les mineurs, Claire ? Alors, les mineurs, on rappelle qu'ils sont rémunérés en Bitcoin et que leur coût principal, c'est le coût de production, c'est l'électricité qu'ils sont obligés de consommer et donc de payer pour miner du Bitcoin. Et il y a effectivement des statistiques qui calculent régulièrement le coût de production d'un Bitcoin. Et on voit que fin 2024, on était plutôt autour des 55 000 $ et que là, on devrait atteindre prochainement les 70 000 $. Donc c'est quand même une augmentation qui est très significative. Alors, ça ne veut pas dire que c'est plus rentable de miner, puisqu'on voit bien que le prix d'un Bitcoin est nettement au-delà de 70 000 $ aujourd'hui. Néanmoins, selon la manière dont vous minez, votre organisation, le coût de votre électricité, potentiellement, vous êtes peut-être à beaucoup plus de 70 000 $ et vous avez du mal à gagner la compétition entre les mineurs et donc à être rémunéré suffisamment régulièrement. La raison de cette hausse du coût de production, c'est tout simplement, principalement la hausse des coûts d'électricité, qui rend ça beaucoup plus difficile pour les mineurs. Et puis on rappelle qu'il y a le halving a eu lieu aussi il y a plus d'1 an maintenant, et donc divisant par 2 le nombre de bitcoins qui rémunèrent les mineurs à chaque bloc. Et donc tout ça mis de bout à bout fait que forcément c'est un peu moins rentable pour les mineurs aujourd'hui. Maintenant, je rappelle aussi que le système Bitcoin s'autorégule entre guillemets, c'est-à-dire qu'à partir du moment où pour des mineurs, ce n'est plus rentable de miner, ils débranchent leur serveur, parce qu'ils ne vont pas continuer en faisant des pertes.
et la difficulté de l'équation qu'il faut résoudre est réajustée toutes les 2 semaines environ, et donc on a ce rééquilibrage du réseau qui se fait régulièrement pour que l'industrie du minage tienne. Exactement, même si c'est un univers, le Bitcoin, où tout est préprogrammé, la loi du marché agit quand même, Thibaut. Et en plus, on a un cas aussi un peu particulier, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mineurs qui sont d'avis de prendre des paris sur du long terme, où le but n'est plus de vendre directement ces bitcoins pour faire du profit. Il y a aussi de plus en plus une réflexion de réserve et de détention à long terme. Donc en réalité, le prix d'acquisition à court terme devient pour beaucoup de moins en moins important. Et c'est d'ailleurs, on voit beaucoup d'États qui aussi commencent à s'intéresser au minage de bitcoin, on en parlera après. C'est aussi un moyen de constituer des réserves. Et si on vise un prix beaucoup plus long terme, en fait, le prix presque de production aujourd'hui, il importe moins. Et j'ajoute aussi qu'il y a un phénomène de diversification des activités. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de mineurs qui disent on va aussi, par exemple, aller vers du data center pour de l'IA. On va diversifier nos activités. Il y a certaines entreprises de minage qui ne font pas que du minage, mais qui ont aussi potentiellement des activités d'échange. Donc voilà, les mineurs ne sont pas tous exclusivement dépendants à très court terme du coût de production du Bitcoin. Le minage a plein de qualités, mais il a aussi, désolé de vous le dire, des défauts. C'est énergivore, le minage. Oh non! Si. C'est énergivore, c'est comme ça. Mais si l'énergie est propre, par exemple, si l'électricité pour miner vient de l'éolien, du solaire ou du nucléaire, finalement, on résout le problème. Ça n'émet pas de CO2, donc le problème est résolu. Et donc, c'est pour ça que de plus en plus d'acteurs se disent pourquoi pas faire du minage aussi en France, d'autant qu'on a 2-3 soucis de déficit et de dette en France. Et EDF cherche de l'argent. Alors, est-ce que le minage pourrait être une solution ? Il se trouve que l'Assemblée nationale a voté cette semaine contre la création même d'un rapport sur l'intérêt de miner du Bitcoin en France. Ouais, c'est un petit peu dommageable. Alors après, il y a eu beaucoup de titres spectaculaires. Si on revient un peu sur réellement ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un amendement qui proposait effectivement d'étudier le minage de Bitcoin en France, qui était intégré dans un texte de loi, et il y a l'article 88 du règlement de l'Assemblée nationale qui a été mis en place, qui vise en fait à exclure les amendements qui ne sont pas directement liés au texte de loi, comme s'ils étaient un peu hors sujet par la proposition globale. Et donc, on a jugé que ce texte était un peu hors sujet. J'ai lu l'amendement, je trouvais qu'il était plutôt cohérent par rapport aux propos, mais pourquoi pas. La question, c'est surtout de savoir, est-ce qu'il a été retiré parce qu'effectivement, on ne veut pas de mining en France et c'est une vraie raison politique, et là à ce moment-là effectivement je trouve que c'est dommage, ou est-ce que c'est parce que ça a été mal compris et il faut encore faire des travaux. Mais on voit quand même que les mentalités évoluent. On a l'Institut de Bitcoin qui est mené par Alexandre qui pousse pas mal ce sujet et qui essaie de faire bouger les lignes. On a quand même de plus en plus de députés qui sont sensibilisés aussi au sujet, donc honnêtement, je pense qu'on y viendra. La bataille, elle va être longue. Il y a encore beaucoup d'idées reçues à détruire, mais je pense qu'on va réussir à y arriver petit à petit en France, et peut-être qu'on le fera aussi un peu plus discrètement pour que ça passe politiquement. C'est-à-dire que peut-être qu'on ne parlera pas de Bitcoin, peut-être qu'on ne parlera pas de mining, peut-être qu'on parlera simplement d'infrastructure blockchain pour emballer la chose autrement, mais on y viendra parce que c'est quand on comprend réellement le sujet, c'est assez logique en fait, et c'est un peu dommage de s'en priver. Oui. C'est pour des raisons de forme que l'Assemblée nationale s'est prononcée contre ce rapport pour faire du minage en France, pour que l'État fasse du minage. C'est pour des raisons apparemment purement formelles. Enfin, toujours est-il que c'est dommageable, c'est dommage, quoi, Claire. On perd du temps ? Moi, je ne suis pas sûre qu'il y ait nécessairement besoin d'une loi pour faire avancer ce sujet. Il pourrait très bien y avoir des discussions entre des entreprises de minage et EDF, et si un système gagnant-gagnant est trouvé pour rentabiliser les surplus d'énergie, aider EDF dans la maniabilité, je dirais, de la production nucléaire, et en même temps rémunérer correctement les mineurs, ça pourrait être fait de cette manière-là. Il n'y a pas forcément besoin d'aller porter le sujet au niveau politique à l'Assemblée nationale. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, mais il y a probablement d'autres manières de faire. Oui, on n'a pas besoin de loi pour miner, on n'a pas besoin de loi pour innover non plus. On n'arrête pas l'innovation et on n'arrête pas les stablecoins, décidément. Circle en bourse est devenu cette semaine plus gros que Société Générale. C'est nos camarades de The Big Whale qui ont repéré ça. Et effectivement, on a vérifié, effectivement, la capitalisation de Circle est plus importante désormais que celle de Société Générale. Les stablecoins ont vraiment le vent en poupe. Un peu trop le vent en poupe, c'est l'objet de la question crypto qui claque. Chaque semaine, on pose cette question embarrassante à nos experts qui ont toujours très très peur d'ailleurs. Vous pouvez vous aussi participer et voter sur notre fil XBFM Crypto. Claire et Thibaut, êtes-vous prêts ? Prêt. On a peur ? Oui, c'est bien. Voici la question crypto qui vous fait peur. Après le carton de Circle à Wall Street et avant d'autres IPO peut-être, Arthur Hayes craint une bulle sur les stablecoins. A-t-il raison ? Partagez-vous sa crainte ? Oui, non ou troisième option, problème de riche. C'est un problème de riche.
N'hésitez pas aussi, vous tous qui nous suivez, qui nous regardez, à participer en laissant vos commentaires en bas sur notre fil X BFM Crypto. Vous votez et vous laissez en bas vos arguments en commentaire. Faut-il craindre une bulle désormais sur les stablecoins, Claire? Non. Thibaut? Non, pas à ce stade. Je trouve bien sûr de vous. Circle en bourse, depuis son introduction, quasiment x7 quand même. Circle en capitalisation est passé devant Société Générale, comme ça, en quelques jours. Vous pensez pas que c'est le signe d'une bulle? On voit plein de projets d'émission de stablecoin aussi, on va en parler. C'est pas le signe d'une forme de début d'euphorie, ça, Thibaut? C'est peut-être aussi le début d'une ère de changement aussi. Donc, non, effectivement, je pense qu'il y a pas que du faux dans ce que dit Arthur Hayes. Et il a raison de tirer la sonnette d'alarme parce qu'on va certainement voir beaucoup de pilotes moins intéressants que d'autres. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même un marché des stablecoins qui arrive tout doucement à maturation. C'est pas surprenant de voir beaucoup d'acteurs arriver. Est-ce que Circle est survalorisé? Ça, c'est encore un autre sujet. Je pense qu'il bénéficie aussi de l'engouement du lancement et d'être parmi les premiers. Ça fait partie aussi du jeu. Mais à ce stade, je pense pas qu'il y ait de réelle matière à s'inquiéter. Il parle, Arthur Hayes, de manie des stablecoins. Ouais, mais c'est très différent de dire il y a une bulle sur les stablecoins et il y a une bulle sur l'action de Circle. On pourrait tomber d'accord sur le fait que l'action de Circle a été peut-être valorisée trop vite, trop fort. Ça ne veut pas dire qu'il y a une bulle sur les stablecoins. Mais c'est vrai que sur ce cycle, il faut le dire, on voit quand même une forme de hype sur le sujet des paiements et sur le sujet des stablecoins. On a connu dans les cycles précédents des hypes sur les ICO, des hypes sur les NFT, etc. Et là, c'est un sujet moins grand public qui fait la hype en ce moment, c'est le paiement et les stablecoins. Et donc, on voit une espèce de bulle, mais plutôt dans les milieux institutionnels, qui tous en ce moment font la course au stablecoin. C'est-à-dire qui va émettre le stablecoin, qui va avoir les bons rails de paiement, qui va arriver à trouver, à craquer un peu la solution qui va permettre à tout le monde de payer en stablecoin. Et peut-être que tout le monde essaye là d'avancer un peu trop vite et que ça va prendre un peu plus de temps. Mais je ne pense pas que qu'il y ait une bulle comme ce qu'on a vu dans les cycles précédents. Puisqu'avec les NFT ou les ICO, par exemple, on avait vu un afflux de grand public et des prix qui étaient montés très très vite sur certains types d'actifs, ce qu'on voit quand même nettement moins aujourd'hui. Donc c'est pour ça que moi je dis non, je ne pense pas qu'il y ait de bulle sur le sujet stablecoin. Je pense que c'est très bien que tout le monde s'emballe parce que ça va être un sujet très structurant pour les infrastructures monétaires dans les 10 prochaines années. Alors on va voir ce qu'en pense la communauté BFM Crypto. Vos réponses sur notre fil X. Donc cette question, est-on à l'aube d'une bulle sur les stablecoins? Oui, non ou troisième option, c'est un problème de riches. Eh bien vous êtes une majorité à penser que non, il n'y a pas de bulle à 45%. Donc comme Thibaut est clair, mais de justesse, 45%, 41% d'entre vous se méfient et pensent qu'il y a peut-être une bulle. 14% seulement pensent que c'est un problème de riches. Non mais il y a des alertes comme ça. Par exemple aussi le Conseil de stabilité financière, son dirigeant sortant qui estime que les stablecoins sont peut-être en train de devenir un risque systémique. Enfin, il s'est exprimé, il a des arguments à mettre sur la table et qui peuvent, ces arguments, être entendables quand même. Par exemple, les acteurs des stablecoins détiennent beaucoup d'obligations américaines, donc peut-être un risque à venir en provenance de ce marché-là. Il y a plein de risques, effectivement, quand on regarde le sujet des stablecoins. Le Conseil de stabilité financière, on peut le rappeler, c'est une sorte de groupe constitué de banques centrales et d'autorités financières, comme le ministère des Finances des différents pays du G20. Donc, c'est effectivement un groupe qui vise à coopérer sur la stabilité monétaire. Donc, c'est pas étonnant qu'il se pose ce type de questions. D'autant plus qu'on voit des grandes banques qui, désormais, cherchent à émettre des stablecoins. Donc, c'est plutôt sain de se poser ces questions-là. Et c'est surtout très sain parce qu'ils se rendent compte, désormais, que si on a des capitalisations très importantes et des volumes d'échanges importants sur les stablecoins, il se trouve que les émetteurs stablecoins, où est-ce qu'ils sont? Ils sont quand même beaucoup aux États-Unis, et donc on enrichit les États-Unis en utilisant ces stablecoins. Donc ça pose un certain nombre de questions, ça crée un certain nombre de risques, et c'est très bien pour la souveraineté et la compétitivité de chaque zone monétaire de se poser la question de ce qu'il faut faire pour ne pas être constamment dans l'enrichissement des États-Unis sur ce type d'outils. Oui, et Washington qui continue d'ailleurs d'ouvrir les vannes aux stablecoins, justement, ils y croient à fond aux stablecoins plus qu'au dollar numérique. D'ailleurs, c'est fait, le Genius Act qui encadrera les stablecoins a été cette semaine adopté au Sénat. Alors on en parlait déjà la semaine dernière, mais entre-temps, il a donc été adopté au Sénat. Ça vaut le coup peut-être qu'on en dise un mot de ce Genius Act? Ouais, c'est ça, c'était attendu, donc adopté au Sénat. Maintenant, ça doit passer encore à la Chambre des représentants, mais c'était attendu. Ça a été plutôt salué par une grande partie de l'écosystème, notamment par Circle, qui a d'ailleurs vu son action encore augmenter suite à cette
cette annonce-là. Ça pose encore un peu de questions sur Tether, qui coche pas tout à fait toutes les cases. Donc voir comment eux vont réagir à ça. J'ai pas vu de réaction, je sais pas s'ils ont communiqué. Globalement, ça inclut maintenant un agrément qui va inclure des audits et un certain contrôle pour les émetteurs de stablecoin. Et ça apporte surtout alors le texte n'est pas parfait, va certainement être amené à évoluer. De toute manière, à mon avis, on n'a pas fini de parler de stablecoin tout au long de l'année et même des années à venir. Mais en tout cas, ça pose enfin un cadre juridique et un environnement dans lequel tous les émetteurs vont pouvoir y aller. Donc forcément, les valves vont être encore un peu plus ouverts et les grands acteurs institutionnels vont pouvoir s'y ruer encore davantage. On parlera dans un instant de l'euro numérique, on parlera de la tokenisation bien sûr, mais d'abord un dernier mot sur les stablecoins. Vous le disiez, de plus en plus de banques se lancent. C'est à qui lancera le meilleur stablecoin? Société Générale a été la première banque mondiale à lancer un stablecoin dollar sur une blockchain publique. Cocorico, c'était la semaine dernière. Et bien JP Morgan commence à vouloir peut-être se lancer. JP Morgan, Claire, lance sa propre version d'une crypto basée sur le dollar. Donc un stablecoin JP Morgan à venir? C'est un stablecoin, mais c'est un stablecoin, je dirais, privé, dans le sens où c'est un jeu, ce qu'ils appellent un deposit token, donc jeton de dépôt en français, et qui va circuler sur Base, qui est une surcouche sur Ethereum. Et ce jeton sera réservé exclusivement à des institutionnels qui auront été labellisés, approuvés par JP Morgan. Donc, ce n'est pas un stablecoin que vous et moi allons pouvoir acheter contre d'autres cryptos. Contrairement à celui de la Société Générale. Voilà, pas du tout, exactement. C'est une stratégie assez différente. Et je pense que l'objectif de JP Morgan, c'est d'abord de répondre aux demandes qu'ils ont eues de la part d'institutionnels, donc tout simplement la vente de services à des entreprises et pas auprès du grand public. Les stablecoins qui avancent, mais certains continents préfèrent miser sur des devises numériques de banque centrale. L'Europe mise plutôt sur un euro numérique que sur les stablecoins. Et puis la Chine aussi. La Chine mise à fond sur son yuan numérique. La banque centrale chinoise va même mettre en place un centre international, mesdames, messieurs, un centre international de promotion du yuan numérique. Thibaut. Ouais, globalement, c'est un nouveau centre qui a vocation à faire un peu la promotion du yuan dans les relations internationales, avec cette idée d'enlever un petit peu de poids au dollar et de permettre à la Chine d'exister différemment et de potentiellement contourner ou en tout cas éviter certaines sanctions. Ça enlève un peu de poids au dollar s'ils parviennent à leur fin, mais c'est effectivement intéressant et ça montre encore une autre facette des stablecoins sur les enjeux géostratégiques, géopolitiques, où on voit vraiment une opposition de style entre les différents continents et où on voit l'Europe qui fait un peu ni l'un ni l'autre, parce qu'on prend plutôt le côté Chine avec la partie euro numérique, mais en fait on n'a pas trop de visibilité non plus, là où la Chine a quand même une position qui est assumée et où on sait à peu près où ça va, et en même temps on laisse pas les acteurs privés se développer non plus en France. Donc on a une position qui est un peu hybride en France et en Europe et qui nous laisse un petit peu spectateurs en fait de cette bataille. Oui, on est là, on est au milieu de la pièce, mais on fait pas. C'est un peu la moire normande, vous savez, au milieu du salon. Elle est là, hein, mais bon, on la voit, mais on la voit plus. Mais en même temps, elle gêne un peu le passage. Enfin bref, je sens que c'est le sujet qui va monter. En tout cas, on parle que des stablecoins en ce moment, mais un autre sujet va monter en puissance. Alors de quoi parle-t-on ? Ce sujet crypto va monter en puissance, va monter dans les occurrences en termes de bruit médiatique d'ici 2030. C'est pas le Bitcoin, c'est déjà fait pour le Bitcoin. C'est pas Solana non plus, c'est déjà fait, on en parle régulièrement de Solana. Même pas les stablecoins, c'est fait aussi, on en parle énormément des stablecoins. Non, ce thème qui va monter, c'est la tokenisation. Eh oui, la tokenisation de l'immobilier, ça existe, mais c'est rare. En revanche, ça va monter sur les actions. La tokenisation du marché actions, la tokenisation de la bourse de Wall Street. Cette semaine, Coinbase, Claire, a appelé la SEC à autoriser le trading d'actions tokenisées. Alors c'est quoi des tokenisations d'actions et pourquoi ça pourrait être un tsunami ? Alors une action tokenisée, c'est tout simplement un jeton sur les blockchains. En fait, techniquement parlant, c'est plus ou moins la même chose que des stablecoins, par exemple. Ce sont des jetons qui vont circuler sur une blockchain et ils vont représenter des parts d'entreprise, donc des actions. Ils vont être interopérables avec tous les outils crypto, donc vous allez pouvoir les détenir, par exemple, dans votre portefeuille crypto. Et ils vont circuler sur différentes blockchains. Donc c'est vrai que souvent on parle d'Ethereum ou des layer 2, des surcouches sur Ethereum, mais théoriquement ça pourrait être d'autres blockchains aussi. Et la tokenisation d'actions, elle a plusieurs intérêts. Déjà, le premier intérêt, je le disais, c'est d'être interopérable avec toutes les infrastructures crypto. Donc ça veut dire que vous en détenez sur votre portefeuille. Donc vous allez pouvoir les retirer, techniquement parlant, les détenir pourquoi pas sur un ledger. Vous allez pouvoir les trader aussi peut-être plus rapidement avec potentiellement des marchés ouverts 24 heures sur 24, pas de fermeture des marchés. Donc ça offre un certain nombre d'avantages au sens technique et puis vous allez pouvoir les envoyer beaucoup plus rapidement. Je ne sais pas, envoyer une action à quelqu'un qui est au Japon. Et donc ça offre, je dirais,
un potentiel beaucoup plus rapide, beaucoup plus transparent. Ça va rendre aussi ces marchés plus facilement auditables puisque tout va se passer sur les infrastructures blockchain. Donc il y a très nombreux intérêts et évidemment pour les entreprises crypto, ça a un intérêt encore plus fort puisque pour elles, ça va leur permettre d'intégrer ce type d'actifs dans leurs infrastructures sans nécessairement devoir aller vers des fournisseurs de liquidités autres pour proposer des actions. Les acteurs des actions du marché boursier traditionnel, ils ne sont pas du tout prêts à la tokenisation. Quand on leur en parle dans nos émissions bourse, ils nous regardent avec des grands yeux, ils ne savent pas trop encore ce que c'est. Vous voyez monter ce marché de la tokenisation des actions, ce sera un tsunami, Thibaut? Au-delà de le voir monter, on voit qu'il y a une demande surtout qui est en train de monter, c'est-à-dire qu'on progresse techniquement, mais la demande progresse aussi. Alors effectivement, elle vient peut-être pas des acteurs historiques, mais aujourd'hui, même en coulisses, les acteurs techniques, il y a des volumes qui peuvent circuler, donc ça aura des impacts, c'est certain. Ça va forcer, je pense, l'industrie à évoluer vite, parce que pareil, si on est très pragmatique, il y a un certain nombre d'avantages qui font que c'est la suite logique et ça fait tout à fait sens et ça serait dommage de s'en priver. La tokenisation des actions. Coinbase, cette semaine, donc, a appelé le gendarme des marchés américains à autoriser le trading d'actions tokenisées. On aura 1000 fois l'occasion d'y revenir. La tokenisation du marché obligataire aussi, on en entend parler, ça pourrait monter en puissance. L'hybridation, ce mélange entre votre monde, le monde crypto et le monde de la finance traditionnelle se confirme. Et tiens, les introductions en bourse aussi, pas que des acteurs des stablecoins. Il y a eu Circle, bien sûr, on en a parlé il y a 2 semaines. Il y a eu aussi Tron. En tout cas, Tron a annoncé cette semaine à son tour vouloir se coter aux États-Unis à Wall Street, Claire. Oui, via la fusion avec une autre entreprise qui effectivement est déjà cotée. Alors ça pose beaucoup de questions parce que le fondateur de Tron, Justin Sun, c'est quelqu'un qui détient un montant considérable de jetons Trump, plus de 19 millions de dollars, et il l'a déclaré lui-même. On voit que les fils de Donald Trump sont au conseil d'administration de la banque d'affaires qui conseille cette fusion. Et donc c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de potentiels conflits d'intérêts ici qui font un peu tâche. Mais en tout cas, ce serait une introduction en bourse de plus, donc dans la ligne du dynamisme des derniers mois dans l'industrie crypto. Vous dites Tron comme moi pour être gentil avec moi, ou on dit Tron en vrai dans la... On dit comme on veut. Ah oui. On est inclusif. Vous dites Tron ou Tron vous? Oui, je dis plutôt Tron, mais je ne vous en voudrais pas si vous dites Tron. J'avais une chance sur 2. Les pros des cryptos, votre machine à concentrer l'essentiel de la semaine. C'est chaque semaine le vendredi et à retrouver sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. On va parler maintenant d'un pays qui entre dans la danse des cryptos. Ce pays, cette semaine, a décidé d'accepter les cryptos, les légaliser. Ce pays, c'est... Alors, je vous donne 2-3 indices comme ça. C'est le 2e exportateur mondial de café. Ouais, 2e exportateur mondial aussi de chaussures. 1er exportateur mondial de basket. Sa devise est au plus bas en ce moment face au dollar. Et c'est pour ça, sans doute d'ailleurs, qu'il a annoncé la légalisation à venir des cryptos. Ce pays, c'est le Vietnam. Le Vietnam, qui est encore un pays socialiste, très très centralisé, légalise donc ce marché des actifs les plus décentralisés qui soient. Elle est renversante cette news quand même, Thibaut. À la fois, elle est renversante, à la fois, elle n'est pas tant que ça, parce qu'effectivement, sur le papier, le Vietnam fait un peu office d'ovni par rapport aux cryptos. Hein. Ce n'est pas tout de suite à ce type de pays qu'on pense pour une adoption des cryptos. Et en même temps, si on prend l'adoption de la population, le Vietnam apparaît souvent en haut des classements sur l'adoption par habitant. Donc, il y a déjà un terrain propice et il y a déjà beaucoup de gens qui utilisent les cryptos. Alors qu'elles ne sont pas supposées être légales. Alors aujourd'hui, en fait, elles sont en zone grise, c'est-à-dire qu'elles sont ni interdites, ni vraiment légales. Donc, il n'y a pas d'interdiction d'utiliser, mais en même temps, il n'y a pas non plus beaucoup de dispositifs pour pouvoir en faire grand-chose. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre de développer un petit peu plus ça dans un terreau qui est déjà fertile, puisqu'on voit qu'il y a déjà beaucoup d'utilisateurs. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que pour de nombreux dispositifs, ils sont calqués sur les standards internationaux. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une volonté de s'ouvrir un petit peu. Il y a une espèce de pragmatique économique qui va effectivement un peu à l'encontre de ce qu'on pourrait imaginer sur la politique très centralisée du pays. Donc, curieux de voir ce que ça va donner, mais c'est pas si surprenant que ça, finalement, de les voir s'adapter de cette manière-là. Alors que le dong, la devise locale, la devise vietnamienne, est au plus bas historique face au dollar. Pas loin, la Thaïlande, elle aussi, veut favoriser les détenteurs de crypto, Claire. Oui, ils vont bénéficier d'une exemption fiscale pendant 5 ans. Je pense que l'objectif là, de la Thaïlande, c'est tout simplement d'attirer les détenteurs et surtout de favoriser l'utilisation de plateformes qui sont agréées en Thaïlande, puisqu'évidemment, cette exemption fiscale ne s'appliquera que si vous avez acheté, vendu vos cryptos sur ces plateformes-là. Donc, ça lui permet aussi de favoriser son industrie. Merci à tous les deux. Les pros des cryptos, chaque semaine à retrouver sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. Thibaut Boutroux pour Meria, Claire Balva pour 2 blocs. Bon week-end à tous. BFM Business, BFM Crypto, les pros.